Un grand merci aussi aux deux intervenants, donc Cyril Elzen, qui est DSI de Serenicity, un grand habitué de nos événements et qui est un de nos fidèles, et à Xavier de Masneau, qui est fondateur de The Village. Je vais peut-être te laisser présenter un petit peu The Village. On dit plutôt The Village. The Village, The Village. The Village, c'est un média, oui. Voilà, qui est un média, exactement, qui a été créé avant qu'on parle vraiment de télétravail, avant même que la loi soit passée en France. Je vais faire un petit peu le contexte, puis après je te laisserai la parole. Allez-y, rentrez. Donc, Xavier aussi nous a pas mal aidé cet hiver quand on a fait différents événements en digital, justement, puisqu'en fait, il s'est retrouvé. Alors, je ne sais pas si c'est malgré toi, tu as été un peu prophète pendant longtemps, et tu as été quand même vraiment au cœur de la problématique que toutes vos entreprises ont vécu, enfin, entreprises, organisations, ont vécu depuis plusieurs mois. Alors, juste un mot sur le sujet, 18 mois après, quelle transformation technologique pour l'entreprise et ses collaborateurs. Bon, on a tous vécu. Venez, installez-vous. Installez-vous, ça commence. Donc, asseyez-vous tranquillement. On a tous vécu ces 18 mois, on en a assez parlé et reparlé tous ensemble avec le télétravail, les Teams, les Zooms et autres solutions. Il y a eu bien sûr une transformation pour l'organisation, pour les collaborateurs. Bien, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aussi concrètement? Quelles sont les leçons qu'on a pu tirer de ces derniers mois? Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui devait être éphémère et peut-être va perdurer ou pas? Qu'est-ce qu'on espère ne plus voir? Donc voilà, c'est avec nos deux intervenants qu'on va échanger sur ce sujet. Et puis bien sûr, comme je disais, donc pour ceux qui viennent d'arriver, c'est interactif. Si vous avez des questions, on sans pour autant couper la parole brutalement aux personnes qui parlent, mais n'hésitez pas à lever la main et puis à échanger, à venir enrichir de vous-même l'expérience, enfin nous raconter votre expérience. Donc pour commencer, alors on a 45 minutes. Ceux qui doivent partir avant parce qu'ils ont un avion partaient, c'est dommage, vous louperez une partie. Xavier, oui, je voulais que tu présentes The Village et un petit peu comment aussi tu as fondé ce média il y a déjà 2006, c'est ça? 2004. 2004, voilà, il y a 17 ans. Bonjour. The Village, je l'ai créé en 2004. C'est un média qui a débuté comme un petit blog personnel, individuel. J'ai quitté la région parisienne avec ma famille en 2004 et je me suis installé en pleine campagne en Normandie, dans un petit village de 120 habitants à l'époque, et près de 300 maintenant. C'est à noter parce que on reste dans le sujet, je vous en reparlerai. Je m'intéressais justement à ces urbains qui avaient envie de changer de vie, qui est un sujet qui est en plein dans l'actualité aujourd'hui. Et je me disais que le télétravail, ça pouvait être une bonne solution, exécuter un travail à distance pour une entreprise, un donneur d'ordre ou un employeur qui est resté en ville. Et effectivement, on a lancé une petite expérimentation et on a eu 180 réponses, un entonnoir, et ça aboutit à 6 installations de familles. Donc c'était une espèce de petite expérimentation sans aucun moyen, sans aucune ambition. Et à partir de là, je me suis intéressé au sujet, on a creusé. Et au fil des ans, la ligne éditoriale a évolué. On a une cinquantaine de contributeurs qui écrivent, dont une dizaine plutôt régulièrement. Et on était assez actifs et assez militants sur le sujet, militants, mais en essayant de rester honnête, en essayant de rester journaliste quand même. Donc on avait un parti pris en se disant c'est un sujet qui devrait se développer. Et puis on a prêché un petit peu pendant 10 ans dans le désert. Et il y a 4-5 ans, on a vu le sujet du télétravail qui montait. Notamment avec la loi qui est la passée loi, en 2016. C'est ça. 2012 et 2016, je crois, les grandes dates. Les deux grandes lois 2012. Loi pour le secteur privé et pour le secteur public au mois de mars 2012. Et à ce moment-là, en 2013, on a vu tous les RH, les directions des ressources humaines des grands groupes qui voulaient se mettre en conformité, donc qui ont régularisé le système. Parce que pour répondre à la question
de l'évolution, le télétravail et ce mouvement, il ne date pas de mars 2020, il existait avant, sauf qu'il existait de manière souterraine, informelle, non gérée. Les gens se connectaient n'importe comment au réseau, depuis n'importe où, depuis leur ordinateur perso. Il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de réflexion. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est une nouveauté, c'est l'ampleur que ça a pris du phénomène. L'aspect contraint du confinement, qu'il ne faut pas confondre avec du télétravail. On était quand même dans un mode dégradé de télétravail. Quand vous habitiez dans un petit 2 pièces avec des jeunes enfants, les deux conjoints qui se retrouvaient à télétravailler ensemble, un qui mettait une planche sur la baignoire et l'autre sur la table de cuisine, et je caricature à peine, c'était un peu compliqué. Donc il y a des gens qui ont craqué, il y a des gens qui en avaient marre, c'est normal. Et ce n'est pas le télétravail. Le télétravail, l'article principal de la loi sur le télétravail, c'est la base du volontariat. Hein, et donc ce phénomène vient de loin, et là il a explosé, il est devenu, à mon avis, incontournable pour les incontournable. Alors on va voir ensuite dans la suite de la discussion si justement si ça va perdurer sous quelle forme, même si tu n'as pas de boule de cristal. Nous n'avons pas de boule de cristal. Enfin, on peut déjà souligner quelques grandes lignes. Avant de passer la parole à Cyril, il y a une chose, on a parlé de révolution, enfin parfois, ça a été jusqu'au mot révolution, bon, avec bien sûr beaucoup d'emphase. Il y a eu quand même du changement, et tu dis attention, oui, il y a changement et changement. Et en effet, tu as rappelé qu'on n'était pas vraiment en mode télétravail encadré comme le stipule la loi, hein, c'est très très précis quand on regarde les articles de loi. Mais ça a été du mode dégradé. Oui, mais il y a eu des changements quand même, malgré tout. La révolution, elle vient du fait que, avant la Covid, on savait très bien qu'on pouvait déjà, depuis 10, 15 ans, 20 ans, qu'on pouvait dissocier le lieu de travail et de la tâche à accomplir. Le travail, on sait aujourd'hui que c'est une tâche à accomplir et que ce n'est pas forcément lié à un lieu où on l'accomplit. On n'est pas... L'idée de venir vers le moyen de production pour accomplir son travail, ça date du 19e siècle quand on ne pouvait pas faire autrement. Et ensuite, par inertie, on a continué à faire autrement alors qu'on sait faire autrement. Et ce qui s'est passé en mars 2020, c'est tout d'un coup, le roi était nu. On s'est aperçu qu'on pouvait continuer à travailler. Alors, je mets des bémols, hein, évidemment, pas tout le monde, pas tous les métiers, mais si vous regardez le nombre de gens concernés, que vous regardez le nombre de tâches à l'intérieur de métiers qui ne sont a priori pas télétravaillables, ça fait quand même beaucoup de monde dans la population active. Vous ajoutez à ça tous les freelances et les indépendants qui sont nomades, non attachés à un bureau, qui travaillent chez eux dans un coworking, chez McDo, je ne sais pas quoi, qui peuvent poser des problèmes de sécurité dont ils ne se soucient absolument pas, en général. Ça fait beaucoup de monde. Donc, parmi les changements... Ça, c'est une révolution. Oui, ça, c'est une révolution. Donc, il y a eu des changements culturels, organisationnels, on l'a tous vécu, et, là, je me tourne vers Cyril, des changements technologiques, quand même. Oui, sur le confinement, alors, il faut dissocier, comme dit Xavier, le confinement du télétravail, c'est vraiment deux choses différentes. Du jour au lendemain, on nous a dit, vous restez tous à la maison. Et puis advienne que pourra, on était dans la grande inconnue, donc il y a ceux qui sont restés à la maison sans rien faire, puis il y en a d'autres qui avaient une nécessité de continuité opérationnelle où il a fallu s'adapter. Donc changement technologique, l'entreprise est prête ou pas à pouvoir travailler à distance. Ou moyennement prête d'ailleurs. Prête ou pas, ou moyennement prête. Et ça veut dire quoi être prêt ? Ça veut dire avoir le poste de travail qui soit portable ou transportable, comme disait un certain, qu'on puisse l'amener à la maison, qu'on ait le réseau à la maison, pour être connecté à l'entreprise, que l'entreprise soit prête à accueillir des gens dans le système d'information depuis l'extérieur avec toutes les contraintes d'authentification, d'identification et de sécurité. Ça, c'est la partie simple quand vous êtes prêt. Mais vous ne travaillez pas en autonomie. Le plus dur pour nous, en tout cas, ça a été est-ce que nos partenaires sont prêts ? Autant le télétravail, c'est quelque chose qui était relativement admis chez nous, mais nos partenaires, est-ce qu'ils sont prêts ? Parce qu'on ne travaille pas tout seul. Est-ce que pour communiquer avec nos partenaires, on fait comment ? Donc on a à peu près dû installer tout et n'importe quoi sur nos différents postes de travail. Donc au niveau technologie, on a un showroom de tout ce qui se fait en termes de moyens de communication sur nos postes de travail aujourd'hui. On pourra peut-être parler du déconfinement numérique plus tard, quand il faudra nettoyer tout ça.
Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que technologiquement, on s'est aperçu que les gens, en 48 heures, ont su s'adapter. Alors que les projets initialement étaient dire bon, on va digitaliser, ça va prendre du temps, ça va coûter cher et tout. Et là, sous la menace, combien d'entre nous ont su tout de suite utiliser la visio, enfin les outils qu'ils avaient à disposition. Alors, pas tout de suite. Moi, j'ai des souvenirs quand même assez. On est d'accord. Je veux pas citer le de tout de nom suite d'entreprise. À l'échelle, bon, rapidement, en tout cas, ça n'a pas pris les mois ou les années que certains CDO, certains projets de CDO avaient planifié. Après, au-delà de la technologie, on parle de la technologie numérique, mais également, je voulais aussi parler dans les entreprises, quand vous êtes dans l'industrie lourde et que tout le monde est en téléconfinement, on va dire ça, ou en confinement, en confinement et devoir travailler de la maison, la technologie a permis aussi de continuer à travailler, même pour des métiers manuels. Je m'explique, il a fallu aussi, par exemple, j'ai aussi des activités dans l'industrie lourde, pour certains graveurs sur le métal, certaines pièces d'usinage. Les gens sont partis avec les pièces et les ustensiles pour graver à la main. Et entre eux, discutaient via un moyen de communication, donc à l'époque Teams, pour dire comment je dois rectifier la pièce et se montrer ça devant les petites caméras devant chez eux. Donc la technologie a permis aussi, avec ce ce téléconfinement, je ne sais pas comment on dit, subi et contraint, de quand même pouvoir continuer une activité opérationnelle qui n'a rien à voir avec le numérique, grâce au numérique. Donc sur le changement technologique, vous avez la boîte, c'est-à-dire je suis capable de faire travailler mes gens qui d'habitude sont dans le même atelier, et là ils sont chacun chez soi pour continuer à usiner mes pièces grâce à la technologie. Oui, sachant quand même, je crois que plus de la moitié de la population n'était pas en télétravail. Là, tu cites les personnes qui font de la gravure sur métal, mais c'est vrai qu'on pense tous aux caissières de supermarchés, aux aides-soignantes, aux éboueurs, enfin voilà, tous ces gens-là. Après, il y a ceux qui sont restés au front, ceux dont on parle peu aussi. Alors, il y a ceux dont on a bien parlé, mais si on a pu aussi avoir un télétravail pendant un téléconfinement subi, mais qui a marché, une continuité opérationnelle, c'est que les réseaux ont fonctionné. Les réseaux ont fonctionné. Les réseaux, on en parle très peu, mais imaginons que pendant le conconfinement, les réseaux aient été saturés. On faisait quoi? On était chez nous, on n'avait pas de réseau, on ne pouvait pas bosser. Les fournisseurs ont également été ont répondu à la demande. Ils se sont adaptés aussi, sans citer de nom, mais moi je me souviens d'une discussion avec un des très gros fournisseurs américains que tout le monde connaît bien. J'étais là ce jour-là, qui nous expliquait qu'il avait acheté 400 000 processeurs du jour au lendemain pour mettre dans tous ses data centers, pour que justement le logiciel de visio dont on parlait continue à fonctionner. C'est pour ça qu'il n'y en a plus sur le marché. Alors je pense qu'il a un peu siphonné le marché, il nous l'a dit, et c'est un peu de ma faute s'il en manque un peu là aujourd'hui. Parce que là on est dans la partie constat. Moi aussi j'ai une remarque, et je ne sais pas si vous, par rapport justement à ce que tu viens de dire Cyril, il y a les personnes qui travaillent dans des entreprises américaines, et beaucoup m'ont dit nous le télétravail, ça faisait 5 ans, 10 ans qu'on était en télétravail, ça n'a pas posé plus de problèmes que ça. Mais je ne suis pas complètement satisfaite de cette réponse. Si tu considères que le télétravail, c'est d'abord un problème philosophique, un problème de conception du management, un problème de relation employeur-employé, de vision de ton entreprise, c'est sûr que quand on regardait il y a 10 ans les chiffres du télétravail, les derniers de la classe, c'était les Français et les Italiens. Les premiers de la classe, c'était les Scandinaves, les Anglais et les Américains. Pourquoi ? Je pense que ça mesure parfaitement le niveau de confiance dans le management que font les pays en question. Nous, c'est comme ça, on a une culture du présentiel, on pense que pour manager, il faut se voir. Personne n'a dit qu'on était obligé de se voir tous les jours et tout le temps. Si vous regardez la réalité de la vie de l'entreprise avant la crise, vous voyez bien que c'est un grand lieu de non-productivité. Il faut dire les choses comme elles sont, que le temps passé à travailler dans une journée de présentiel à l'entreprise est relativement limité, et surtout il est complètement haché. C'est-à-dire que si vous avez besoin de vous concentrer d'un travail qui vous demande de la concentration, c'est peut-être plus malin que vous soyez chez vous, dans un coworking ou ailleurs, ce qui n'empêche pas de se voir. Et d'ailleurs on a vu une petite guéguerre idéologique
à partir du mois de mars-avril, avec beaucoup de lobbying, en particulier du secteur immobilier, et on ne citera pas de nom, mais dans la presse, vous aviez tous les jours plusieurs éditos pour nous dire « aïe, 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 on est mort avec le télétravail à 100%. » Personne n'a jamais parlé de télétravail à 100%, sauf dans quelques boîtes, dans l'IT ou boîtes américaines ou quelques startups. Mais en réalité, on n'a jamais parlé de ça. On a demandé... Est-ce qu'on s'est fait peur ? On s'est fait peur, bien sûr. Et la demande, c'était plutôt d'arrêter de considérer que les salariés étaient des enfants et les laisser choisir leur organisation de travail idéale. En fait, c'est ça la vraie demande. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Les salariés qui ne veulent plus retourner au bureau ou qui veulent télétravailler au moins 2-3 jours par semaine, cette demande, elle existait il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Oui, mais maintenant, on a les moyens de le faire. Voilà. On a mis en c'est pour ça que je vous parlais, les je disais tout à l'heure, j'utilisais l'expression « le roi est nu ». Tout le monde a vu qu'il était nu, et tout le monde a vu que c'était possible. Et donc, je pense que ça risque de poser, mais on anticipe peut-être sur la suite de ce que tu as prévu, mais on risque de voir des entreprises qui perdent de la qualité dans leur marque employeur et qui vont perdre des talents ou qui vont avoir des problèmes pour recruter des talents parce qu'ils n'auront pas ces outils basiques de qualité de vie au travail mis en place. Alors, si on revient justement à vous avez dit ce qui a été mis en place, la façon dont ça s'est passé, Cyril, justement, si on revient sur la partie technologique. Donc, oui, il a fallu se mettre en télétravail, ça veut dire qu'il y a eu tout un tas il a fallu acheter des PC, des processeurs, enfin, etc., etc. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de tout ça et comment on envisage la suite, c'est-à-dire à partir de maintenant, parce que là on a, comme disait Xavier, on va se retrouver en télétravail pendant 2 jours, 3 jours. Il y a peut-être d'autres professions qui n'avaient pas vraiment basculé, qui vont y arriver. Je pensais, on peut pas presque parler des enseignants, mais je ne sais pas. Technologiquement, qu'est-ce qu'on a qui nous permet d'envisager la suite ? Qu'est-ce qu'on a mis en place qui nous permet d'envisager la suite ? La première chose, c'est l'entreprise aujourd'hui qui était vue comme une citadelle où on est dans la citadelle, on travaille. Donc ça a volé en éclats. C'est-à-dire que maintenant, on travaille, on a accès à nos ressources, on a une authentification, une identification, et l'aspect géographique n'est plus un élément d'identification. Ça, c'est la première chose. Ce qui va rester aussi, c'est l'ergonomie du poste de travail. Quand on est beaucoup plus performant, alors chez soi, quand on a les moyens d'avoir un bureau, qu'on n'a pas les enfants dans la baignoire, enfin, ce que c'est. C'était pas les enfants qui étaient dans la baignoire. Voilà. Quand on est dans un mode où on peut travailler, ce qui est intéressant. On aimerait bien les mettre dans la baignoire de temps en temps. Enfin, ça, il y a 2 points de préoccupation. Il y a à la maison, et moi le premier, c'est vrai que j'aime bien travailler. Pour ceux qui me connaissent, et j'ai enchaîné, j'ai pu monter 3 sociétés en parallèle pendant le télétravail, jamais aussi efficace. Par contre, on travaille de 6 heures parce qu'on commence avec les Asiatiques et on termine à 23 heures parce qu'on termine avec les Américains. Donc ça fait 6 heures, 7 heures, 8 heures. Vous savez comment ça marche dans les plannings. Midi inclus parce que bien sûr on est à la maison, on dit on ne va pas perdre de temps. Et on s'aperçoit que première chose, c'est qu'on travaille beaucoup plus, une surcharge cognitive terrible. On est devant un écran, alors plus ou moins bien. Donc, je fais l'acquisition de plusieurs écrans parce que il faut qu'on ait un poste de travail sur le plan ergonomique. Technologiquement, on a tout ce qu'il faut pour ne pas, 1, se ruiner le dos et 2, se ruiner les yeux, les oreilles, tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est aussi travailler sur les applicatifs qui ne soient pas rebutants sur le plan cognitif, au sens où pour déplacer un fichier, je vais chercher mes répertoires, enfin c'est un bin, c'est pas possible. Il y a des choses qui marchaient très bien. On a dit on met ça sur des outils collaboratifs. Enfin, vous avez tous expérimenté que l'outil collaboratif, les notions de copier-coller, de déplacer et tout, c'est plus du tout aussi implicite. Et quand vous avez cette surcharge cognitive associée au changement d'environnement, dans un contexte de stress, parce qu'on ne sait pas où on allait, maintenant on sait où on va aller, tout ça s'accumule. Et mine de rien, on se fatigue. Donc ce qu'il faut pour perdurer là-dedans, c'est qu'on ait... déjà la posture...
je ne vais pas parler comme les docteurs, ils appellent ça les TMS, les troubles musculo-squelettiques, on soit bien assis. Non, mais c'est vrai, hein, c'est à la maison, bon, on travaille sur le lit, sur le canapé, pas dans la baignoire, j'ai compris, mais on n'est peut-être pas forcément super bien assis. On travaille beaucoup, c'est-à-dire qu'on a les yeux fixés devant, donc moi qui porte des lunettes, ceux qui n'en portent pas, ils vont vite en porter, parce que si on ne fait pas gaffe à converger pendant 8 heures d'affilée, on a quand même les yeux qui se démontent, et puis on a une fatigue cognitive, donc on va avoir des applis qui vous aident à dire, bon là ça fait 20 minutes que tu as les yeux fixés dessus, déjà tu vas regarder ailleurs et puis tu vas t'oxygéner la tête, parce qu'à la fin de la journée, on sera plus un élève. Alors ça, c'est le poste de travail. Et si on pense infra, parce que l'entreprise aussi, et là, bon, toi, tu es un expert aussi de la cyber. Bon, quand je dis infra, c'est aussi toute la tuyauterie, toute la protection. Ça a été un peu... Il a fallu faire vite au début. Oui, alors... Et on en a oublié peut-être certaines contraintes. On connaît très bien tous nos amis RSSI qui disent, bon, au début, j'ai ouvert. Maintenant, il faut fermer. Donc peut-être certains ne comprennent pas pourquoi ça a été open bar pendant quelques semaines, parce qu'il fallait mettre ça en place et qu'ensuite il a fallu remettre des protocoles. Est-ce qu'on les a vraiment tous remis? Est-ce qu'on s'est dit, on a fait des concessions, par exemple sur la sécurité, et on va continuer à les faire parce que justement les personnes restent en télétravail? Qu'est-ce qui reste de ça? Et après on parlera de la suite. Alors, qu'est-ce qui reste et ce qui a évolué? Donc, ce qui reste, c'est vrai que pour certains qui n'étaient pas prêts et où il a fallu aller très très vite, ont dû subir des ordres de direction générale dans le fait, vous faites en sorte que les gens puissent travailler de chez eux, je m'en fous, voilà, il faut que les gens puissent travailler. Donc c'est vrai que pour ceux qui regardent un petit peu ce qui se passe aussi bien sur le net que sur le darknet, c'est même pas la peine d'aller sur le dark, les protocoles d'accès à distance, c'est les plus piratés actuellement, enfin les plus accessibles. Il y a des trésors de guerre, pas possible, hein, c'est pas la peine d'aller sur le darknet, il y en a beaucoup qui deviennent disponibles. Donc ça, c'est ce qui reste. Donc il faut commencer à fermer. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez ouvert, vous avez laissé une porte? Les pirates, les moins bêtes, normalement, ont fait ce qu'il faut pendant que la porte était ouverte, pour poser ce qu'ils ont envie de poser pour plus tard. Il faut un investissement sur l'avenir. Donc quand je parlais du déconfinement numérique tout à l'heure, il y a le poste de travail, mais il y a aussi tout ce qu'on a ouvert temporairement le temps d'eux, et qu'on a refermé. Mais pendant ce temporairement, il s'est passé quelque chose. Donc c'est une bombe à retardement. Ah mais oui, c'est aujourd'hui, et on le voit, et de plus en plus on dit, mais je ne comprends pas, pourtant j'ai des sauvegardes, tout va très bien et tout, comment il a pu rentrer, comment, depuis quand c'est là? Enfin, aujourd'hui, on en voit tous les jours ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la partie, ce qu'on appelle supply chain, c'est-à-dire sur le long terme. On en a parlé, ça va revenir c'est un marronnier ce truc-là. Alors SolarWinds, c'est ce qui a été visible, mais il y en a plusieurs qui sont bien moins visibles, à mon avis, bien plus dangereuses, mais je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas d'ailleurs. Que fait la presse? Que fait la presse? Je ne me permettrai pas de critiquer la presse, chère Florence, parce que bon, on a terminé en vie quand même avant la fin de la journée. Non, mais je parlais du déconfinement numérique, c'est ça, c'est qu'on a ouvert très très vite, on n'a pas forcément fermé. Par contre, il y a aussi des bonnes choses. C'est-à-dire que certains ont dit, compte tenu qu'on n'est plus capable d'identifier les gens parce qu'on n'est plus dans la fameuse citadelle, on va en profiter pour accélérer ce qu'on appelle l'authentification multifacteur. Vous savez, on a le sacro-saint identifiant, le mot de passe. On a aussi un dernier facteur. Et pour ce qui nous concerne, on a mis en place les 3 piliers de la sécurité, qui sont ce que je connais, donc c'est le mot de passe. Ce que je transporte, en général, c'est la carte bleue. Donc, je transporte ma carte bleue et j'ai le code PIN. Et ce que je suis, c'est-à-dire mon empreinte digitale la biométrie. Et donc, si on associe les 3 facteurs, c'est grosso modo, il faut avoir volé l'identifiant, le mot de passe, l'outil qui permet de s'authentifier, plus une partie de votre corps. Bon, alors le troisième... malheureusement, on ne peut rien faire si vous êtes fait couper un doigt, arracher un œil, mais ça permet aussi de monter en sécurité les accès distants. Ça, c'est du positif par rapport au télétravail, et ça a été accéléré. Ça a été accéléré et ça va continuer à se développer. Pour ceux qui veulent survivre à long terme, je pense qu'il faut rapidement mettre ça. D'accord. Je vais revenir sur le côté humain aussi, et puis on reviendra encore sur le côté techno avec Xavier. On a parlé rapidement tout à l'heure du middle management. Bien sûr, on ne peut pas parler de tout ce qui s'est passé et de ce qui va se passer dans les mois à venir sans encore parler des managers et des DRH. Pas de DRH autour de cette table, mais c'est vrai qu'ils ont joué aussi un rôle dans cette organisation et comment
alors tu n'es pas DRH, mais tu les connais bien. Comment ils envisagent la suite? On a beaucoup tapé sur les middle managers à propos du télétravail en disant que c'est eux qui bloquaient parce qu'ils avaient peur de perdre leur place, parce qu'ils avaient peur de perdre leur statut, parce qu'ils avaient peur de ne plus avoir personne à diriger sous la main. Et en réalité, c'est sur eux qu'a reposé le confinement. Et c'est eux qui ont dû s'adapter le plus rapidement, sachant qu'ils n'avaient pas forcément des consignes et des compétences, et des pour compétences gérer à distance. Quoi. Et des managers qui craignaient le télétravail, qui étaient hostiles, se sont retrouvés à devoir manager leurs équipes et à continuer comme ils pouvaient. Donc on a vu pas mal de burn-out chez les managers qui étaient souvent salariés, managers, parents, qui cumulaient un peu les charges, comme les profs, comme les femmes, qui cumulaient, qui ont plus souffert du confinement, parce qu'elles ont les fameuses 3 vies des femmes, mères... Fais attention avec les femmes, avec on l'a vu dans les burn-out. Surtout qu'il y en a pas mal dans la salle. Mais justement, on a vu que celles qui avaient plus souffert du confinement, c'était les femmes. Et les enfants pour l'enseignement à distance. Ça, c'est un autre sujet, connexe. Et donc ce problème humain était extrêmement important. Alors comment est-ce qu'ils vivent? On s'aperçoit qu'il y a 50% des entreprises qui n'ont toujours pas réglé le problème du télétravail, que 57% des patrons de PME ne veulent pas de télétravail après le déconfinement, parce que c'est un problème en plus, qu'ils ne gèrent pas, qu'ils ont une culture du présentiel, ils commandent à la voix, et donc il faut que les troupes soient à côté. Voilà, donc c'est vraiment un problème humain, un problème de formation, un problème de management, de culture, de confiance, avant d'être un problème d'outils. Ça ne veut pas dire que c'est secondaire, les outils. Ça veut dire que le problème, il est stratégique, c'est un problème de direction générale, de vision de son entreprise, et que les DRH, ils ont été aussi exténués parce qu'ils ont changé 50 fois en 2020, début 2021 de politique. On confine, on déconfine, on négocie des accords, on gère la sécurité et la santé des salariés. C'était extrêmement dur, mais c'était une période de crise. Il faut relativiser. On espère que la crise va quand même s'éloigner. Ce que tu disais tout à l'heure, entre la différence de culture entre les anglo-saxons, enfin les scandinaves, les anglo-saxons et les latins, elle va quand même perdurer. Même si à un moment donné, on s'est tous retrouvés dans le même bar. Oui, on habite à San Francisco, à Rome, à Paris ou à... on va progresser aussi. Quand je disais c'est un problème de culture, la visio. La visio, c'est un gros acquis pour le travail à distance. Ça a permis de la continuité du travail, ça a plein de vertus. Mais quand un mauvais, entre guillemets, manager, un manager qui n'est pas formé à ça, qui n'a pas le sens de la gestion de ses équipes à distance, qui ne sait pas faire, enchaîne les visios, il vous fait 8 heures de visio par jour, parce qu'il reproduit la réunionite en présentiel à distance. C'est d'ailleurs, les effets sont encore pires que quand c'était en présentiel. Et ça, c'est pas un problème technique, c'est de bonne ou de mauvaise visio, de sécurité. C'est d'abord un problème humain et de compétence d'un manager. Et donc, il y a peut-être aussi un volet formation, parce qu'on n'en a pas parlé, sensibilisation aux problèmes de sécurité, aux problèmes d'organisation, aux problèmes de management. Nous, ce qu'on a vu chez nous, c'est que... je parle sous le contrôle des personnes de mon entreprise, c'est qu'on avait l'impression quand même que la visio, ça avait multiplié les réunions. Oui. Et il y a des entreprises qui imposaient aux salariés, alors qu'apparemment elles n'ont pas le droit, d'imposer de garder leur caméra allumée. Oui. Parce qu'on voit bien qu'il y a un taux de désengagement très fort. Quand vous faites 7 heures de visio dans la journée, on a envie de faire ses mails, faire autre chose. Alors on le faisait dans les réunions en présentiel aussi, mais là, c'était multiplié par 10. Je continue juste et je te prends après la question. Déconfinement numérique, j'aime bien ce terme, parce qu'on a été confinés, reconfinés, déconfinés, mais c'est quoi le déconfinement numérique? Le déconfinement numérique... Comment on le prépare? Alors, parce que c'est maintenant. Est-ce qu'on fait un reset? Est-ce qu'on fait... je sais pas. Là, typiquement, on a des postes... Quand je dis du jour au lendemain, il a fallu installer tout ce qu'on nous imposait d'installer. Quand votre partenaire dit, moi, je travaille avec tel logiciel de visio
pour faire cette réunion, merci d'installer le logiciel équivalent. Parce qu'autant on s'est téléphoné entre différents téléphones, différentes marques, on sait s'appeler. Autant sur une visio, il faut avoir le même. Il n'y a pas de standard ouvert. En tout cas, le standard ouvert n'est pas adopté par tout le monde. Si moi j'utilise, on parlait de Teams, de Zoom, on peut parler d'au-dessus. Voilà. Est-ce qu'avec un Teams, je peux appeler un Zoom? Alors, techniquement, certains y arrivent, mais il faut quand même avoir un certain niveau d'informatique pour arriver à se causer. Or, là, pour que les gens qui créent la valeur ne sont pas forcément les informaticiens, et ils ont besoin de l'outil. Donc, j'appuie, il faut que ça marche, comme je me parlais avant. Donc là, on a installé tout ce qu'il fallait pour continuer à travailler. Certains logiciels sont un peu plus curieux que les autres. Je vais rester politiquement correct vu qu'on enregistrait, mais voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis sur mon poste de travail qui a permis de fragiliser en fait les accès à mon entreprise, tout simplement. Et comment je fais? Comment je désinstalle? Et au-delà de désinstaller, c'est est-ce que le partenaire avec qui j'ai installé le logiciel, lui, se déconfine aussi? Enfin, le problème, il est loin d'être réglé. Ça, c'est un vrai sujet. C'est si on doit continuer à travailler à distance, il faut que j'ai un poste de travail qui protège le savoir-faire de mon entreprise, mais néanmoins, il faut que je puisse continuer à travailler. Et c'est un sujet qui est pris par qui? Le DSI, le RSSI, la DRH qui est-ce qui... Pour moi, c'est la direction générale, parce que le RSSI et le DSI, aujourd'hui, sont là pour fournir des outils, des moyens pour créer de la valeur, en aucun cas pour... donner des grandes lignes directrices. Voilà, ils appliquent une stratégie, normalement, sauf, tout dépend quelle est leur position dans l'entreprise, mais typiquement, si au niveau de la direction de l'entreprise, qui est responsable, en fait, aussi bien du savoir, des savoirs que des savoir-faire, doit protéger ses savoir-faire pour l'entreprise, mais également si vous êtes sous-traitant de vos partenaires. Aujourd'hui, c'est de la responsabilité de la direction de l'entreprise de dire voilà quels sont les outils que je mets à disposition de mes collaborateurs pour qu'ils puissent assurer la mission que je leur ai confiée. Après, le DSI, je ne veux pas le relier, je ne veux pas le mettre dans la troisième roue du carrosse, mais est là pour proposer une technologie, pour s'assurer qu'elle fonctionne conformément au process, d'en assurer son support quotidien. Peut être force de proposition parce qu'il y a un sujet technique, le dirigeant n'est pas forcément un expert technique et ce n'est pas son rôle, mais aujourd'hui le DSI force de proposition, mais sur certains sujets on n'a pas de solution. Enfin, je reprends l'exemple de tout à l'heure, tant qu'on n'aura pas des protocoles ouverts nous permettant chacun d'utiliser le logiciel qu'on veut pour communiquer avec les autres, il faudra qu'on installe à peu près tout ce qui existe sur la planète pour si on a une activité diverse et variée. D'accord. Alors, je vais vous poser une question un petit peu finale avant de prendre les questions, puisque on prendra ta question, Patricia. Est-ce que vous pensez tous les deux, avec vos compétences respectives, on est prêt pour la suite? Alors, vous allez me dire, mais quelle suite? On ne sait pas si on sera pas reconfiné après les assises, par exemple. Après. Non, mais... Parce que nous, on n'en peut plus non plus. Non, mais plus sérieusement, est-ce que là, il y a eu plein de protocoles, des processus qui ont été mis en place, plus que des habitudes qui sont maintenant ancrées. Donc, on avance, heureusement. Et les entreprises, tu l'as rappelé, les gens ont été quand même très productifs. Est-ce qu'on est prêt, technologiquement, humainement, au niveau des RH, pour les nouvelles phases qui s'annoncent Moi, je pense que oui, mais il n'y a pas deux entreprises identiques. L'entreprise, elle a une culture, elle a une histoire, elle a un passé, elle a une organisation. Quand on est une start-up de 20 personnes, on n'a pas les mêmes problèmes que quand on est un groupe du CAC 40 avec des milliers de salariés. Donc, on va avoir des vitesses de progression différentes. Mais grosso modo, je pense que c'est dans la tête de tout le monde. Après, il y en a qui ne voudront pas, il y en a qui vont en souffrir. Donc, comme tu disais, on n'a pas de boule de cristal, mais moi, je pense que là, il y a quelque chose qui a changé et on ne reviendra pas en arrière. Et que l'organisation du travail va être complètement différente. Alors, ça ne va pas se faire en 6 mois, ça va prendre peut-être probablement plusieurs années, et qu'on va voir des entreprises qui vont passer à 100% télétravail, ce qui paraît invraisemblable aujourd'hui, puis d'autres qui vont mettre en place un travail hybride. Hybride, c'est quand même l'adjectif à la mode depuis 2 mois. C'est un consensus
On est soulagé, on ne télétravaille pas à 100%, on a un mode hybride. Alors, est-ce que c'est 2 jours, 3 jours, 4 jours par semaine ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, au premier déconfinement, PSA avait fait scandale, avait fait hurler les syndicats parce qu'ils annonçaient qu'ils allaient passer à 3 jours et demi de télétravail par semaine. Ça fait couiner tout le monde. Et Renault avait déjà un accord télétravail de 3 jours par semaine. Orange avait un accord télétravail de 3 jours par semaine déjà à l'époque. Ça avait fait couiner personne. Donc c'est vraiment, on était dans un état un peu bizarre entre une situation normale et en cours de mutation. Depuis, on s'est aperçu que ce n'était pas une catastrophe chez Peugeot, qu'ils avaient surcommuniqué pour d'autres raisons, parce qu'ils liquidaient leur siège social, ou je sais plus quoi, des problèmes de stratégie immobilière dans le groupe. Mais voilà, chacun va avancer à sa vitesse. Mais aujourd'hui, on a les outils juridiques, on a la conviction et on a une expérimentation d'1 an en grandeur réelle. On a les outils, comme le disait Cyril. Donc, qui veut y aller, il va. Hein. Je pense qu'il n'y a vraiment plus de problème conceptuel. Alors Cyril, peut-être sur le plan technologique, parce que ça a fait ressortir, le sujet existait déjà, mais ça a mis quand même sur le devant de la scène le sujet de la souveraineté. On va pas débattre maintenant, parce que là on est parti pour 1 heure. Mais est-ce que toi tu es aussi confiant d'un point de vue technologique que Xavier ? Alors, sur la partie technologie, oui, on est passé d'un sujet conjoncturel, c'est-à-dire l'année dernière, voilà, tout y a 15 ans, 48 heures, enfin bon, où on s'est tous adaptés à un sujet qui est maintenant structurel, c'est-à-dire que il y a même des gens qui ont déménagé, pour ceux qui ont pu, on dit je ne veux plus habiter dans telle région parce que voilà, je me rapproche et pour garder les meilleurs talents et pour que les entreprises continuent à se développer, on a technologiquement, on a tout ce qu'il faut. Sur le plan sécurité, si on fait les choses bien, on a tout ce qu'il faut aussi, en évitant de cliquer sur tout ce qui se pointe et de prendre tout ce que le copain a pris, d'avoir ce que j'appelle éviter la panurgie numérique. Si le mouton il saute de la falaise, tous les autres suivent, mais c'est exactement le même sujet. Donc ce phénomène qui devient structurel, aujourd'hui c'est simple, c'est tous celles et ceux qui se seront adaptés qui pourront survivre. Aujourd'hui, on a pu, dans une société qu'on a montée, on a embauché quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a encore jamais vu, enfin plusieurs personnes qui sont à l'autre bout de la France. Ça ne nous empêche pas, 1, de les embaucher, 2, de créer une société. Donc, ils sont membres de la société et accessoirement de créer de la valeur et d'être rentable. Donc, on s'adapte. Je veux dire, excusez-moi, je ne vais pas faire du darwinisme, mais c'est grâce à ceux qui se sont adaptés qui sont encore en vie, quoi. Donc, d'un phénomène conjoncturel subi, on est maintenant dans un sujet structurel où on a tout ce qu'il faut. Le management doit évoluer. Quand on parle de DRH, certains s'appellent DRH, mais c'est en fait les anciens chefs du personnel où il faut regarder si il est bien concentré. Alors, je ne vais pas stigmatiser une profession, mais c'est le chef du personnel. Moi, on a eu des cas où on disait, mais est-ce qu'on peut désactiver le fait si c'est l'indicateur de présence rouge, vert ou pire, orange ? Ça veut dire que si je suis passé du vert à orange, ça fait 5 minutes que je n'ai pas touché le clavier. C'est ça, sur les outils collaboratifs. Certains ont dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il n'est plus sur son clavier. Je ne sais pas, il est peut-être allé fumer une clope, j'en sais rien. Les gens ont le droit de vivre, c'est pas là. Donc on a eu tous les systèmes de je mets la souris sur un ventilateur oscillant, comme ça on est sûr. Ah oui, ça c'est super. Non mais c'est. Tu pourras nous faire une petite démo Atelier pratique. Et quand on nous a demandé, on dit au niveau des SI, le RH disait mais je veux savoir qui s'est connecté quand et tout. Je dis attends, je vais pas te rappeler ton boulot, mais dans le code du travail, il est interdit de fliquer les salariés en temps complet. Alors déjà, on va appliquer la loi. Et puis après, je lui dis ton rôle, c'est de motiver les gens et trouver le moyen de fonctionner. Et c'est pas l'outil qui va faire le boulot à ta place. Là, c'est un vrai sujet RH. Ne mélangeons pas les choses. Ça, moi, c'est la passion, c'est du vécu comme ça se sent, mais tel que je le dis, mais il y a un vrai sujet. Et le sujet, c'est confiance. Et de toute manière, les gens sont bons. S'il y en a qui cherchent leur place, parce que historiquement, on les a occupés, parce qu'ils n'étaient pas directement, on va dire, producteurs de valeur dans l'entreprise, je vais rester correct. Oui, mais c'est un moment, soit on s'adapte, soit on disparaît, quoi. D'accord. Bon, alors on va s'arrêter là pour notre échange, parce qu'il y a quelques questions. Donc, Patricia, tu avais une question. Bonjour Patricia Drademi, pour le site d'information Jobsphérique, c'est Innovation RH. Il y a une étude Indeed qui dit que suite au confinement et au télétravail forcé, beaucoup de gens, c'était peut-être la moitié, disaient qu'ils n'avaient plus besoin d'un manager. Que le manager n'avait... Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous confirmez ?
Ça dépend pourquoi, mais ça dépend ce qu'on entend par manager. Mais effectivement, il y a des fonctions de management qui sont devenues inutiles. Mais moi, je crois beaucoup. Vous allez me dire, la comparaison est peut-être malheureuse, mais je crois beaucoup, comme dans l'armée, au rôle des sous-officiers. Et le manager, et le middle management en particulier, c'est celui qui est en contact avec les collaborateurs, avec les salariés. Et il a plusieurs fonctions. Il a une fonction de contrôle, évidemment, mais pas que. Et la fonction de contrôle un peu négative, de contrôle de la présence, de flicage, pour reprendre l'expression de Cyril, celle-là, elle doit et elle va disparaître, elle va s'amenuiser. Parce que quand on se fait confiance, tant qu'on n'a pas trahi la confiance de l'autre, on va continuer à travailler comme ça. Je n'ai pas besoin de vous voir pour savoir que vous travaillez. Vous n'avez pas besoin de me voir tous les jours pour voir que je suis bien sur mon travail. Vous m'avez confié des livrables, je vais vous rendre le livrable en temps utile. Et voilà, et ça suffit. Donc il y a une partie de la fonction du manager qui va disparaître. Mais je ne crois pas du tout que les managers vont disparaître parce qu'ils ont un rôle, ils vont changer. La fonction du manager. Est-ce qu'il y a une autre question? En tout cas, le confinement n'a pas prouvé que les managers étaient inutiles parce qu'être auprès des équipes qui étaient justement isolées, Alors ça a été c'est très sûr. important. Ouais. Et ils ont fait psy, ils ont fait maman, ils ont fait souvent. Hein, ouais. Et il y a des boîtes qui télétravaillaient déjà, qui avaient l'expérience du télétravail, qui sont passées en confinement en une semaine. Ils avaient donné des consignes précises à l'encadrement, ça s'est très très bien passé. Puis il y en a d'autres qui ont été complètement largués, dépassés. Et là, les managers sont révélés. Le middle management, ils se sont révélés parce qu'ils ont soutenu tout le monde. Et souvent au prix d'effondrement, de fatigue. Ouais, on l'a Il vu. y a forcément une sorte d'une étape de Ouais. formation aussi à ce nouveau mode de Ouais. management. Ouais. C'est pas de fliquer les gens, On a peu parlé de formation, mais effectivement. Ouais. c'est vrai que l'aspect RH a... Dominique, puis après. Juste, c'est un commentaire et une question. C'est que moi, je vous rejoins sur pas mal d'éléments que vous venez de partager avec nous, mais je vous trouve un peu dur sur le fait que les employés voudraient du télétravail, ne veulent pas forcément revenir parce qu'ils ont appris plein de choses. Moi, je connais aussi beaucoup d'employés qui voulaient absolument revenir parce qu'ils ne supportent plus le fait d'être chez eux. Et même pendant le premier confinement, on a dû laisser des bureaux ouverts pour qu'ils puissent venir, tellement ça devenait très très dur, très lourd. Et s'ils ne pouvaient pas venir, en particulier dans la région parisienne, puisque les grandes villes, c'était parce que justement les éléments de transport qu'ils avaient l'habitude d'utiliser Ne marchait plus. pas, et on interdisait qu'ils prennent les transports. Donc, il y a ces éléments-là, et puis on est en train de quand même parler d'une partie de la population, l'école blanche. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a plus de 50% de la population qui n'est pas concernée. Voilà, donc il y a ces éléments. Et l'autre point, c'est un commentaire aussi personnel, c'est que s'il y a des problèmes managériaux dans la phase de télétravail, je pense aussi qu'ils devaient exister. Bien sûr, c'est un révélateur, c'est ce qu'on dit toujours. Oui, je suis d'accord. Après, pour là-dessus, alors désolé si on était dur, hein, c'est que c'était pas là. Voilà. Il y a quand même des gens qui se sont révélés être des. Il parlait des sous-officiers. Bon, moi, je fais partie de la génération qui a eu la chance de faire l'armée, parce que c'est une chance. Et on nous a appris ce qu'était l'esprit de corps. Et quels que soient les membres de l'équipe, les sous-officiers inculquent l'esprit de corps dans les situations extrêmes. Et on peut dire quand même, on était dans une situation particulière, extrême, c'est peut-être pas le mot, mais une situation d'urgence, et certains managers, middle managers, mais même membres de l'équipe ont découvert ce qu'était l'esprit de corps. C'est-à-dire, on est tous dans le même bateau, il faut que la boîte survive, et moi je travaille, et chacun fait sa part, et je sais que si je fais pas ma part, c'est tout le bateau qui va couler. Donc il y a aussi pas mal de... Moi, j'ai vu de belles expériences, de belles aventures, où des gens qui se sont ressoudés,
sur certains sujets. Moi, pour ma part, je suis devenu nounou agréé à temps partiel parce que j'avais bien compris que certains enfants de certains collaborateurs c'est juste qu'il fallait les sortir de la maison, sinon ils passaient par la fenêtre. Donc j'ai dit attends, bouge Le pas. collaborateur ou les enfants? Les enfants. Les enfants. Donc je suis allé chercher les gamins. Je dis moi j'ai une maison, ils vont jouer dans le jardin, mais et au moins tu pourras bosser. Je les garde la journée, 1 ou 2 jours par semaine. Voilà, mais on a tous. J'ai appris à être grand-père, on va dire ça comme ça, mais c'est un peu en avance de phase. Mais c'est ça, c'est l'esprit de corps. Et ce qui sauve les entreprises aujourd'hui, c'est l'esprit de corps. Le manager est là pour mettre de l'huile dans les rouages, mais les engrenages sont les collaborateurs. Les sous-officiers sont là pour transmettre les ordres et pour créer l'esprit de corps. Mais le manager, c'est la même chose. Il ne faut pas que ça soit uniquement dans la situation d'urgence, il faut qu'on arrive à le reproduire dans le sujet structurel dont je parlais tout à l'heure. Notamment aussi du CARE, dont on avait parlé pendant la préparation. Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce qu'a dit Cyril, pour répondre à ce que vous disiez. Moi, je ne sous-estime pas du tout cette partie des gens qui ne veulent pas télétravailler. Hein. Le télétravail, ce n'est pas une religion, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, chacun fait comme il a envie. Est-ce qu'on ne ferait pas au final quelque chose, c'est vraiment une question que je pose, à deux vitesses entre les gens qui ont une petite... Alors ça, c'était la deuxième partie de ma réponse. Et les gens qui, de toute façon, ont toujours la possibilité de travailler, ceux qui, de toute façon, n'auront jamais la possibilité de travailler. Oui, alors... Ça, c'est le confinement qui a changé ça. Mais certes, il y a 5% des gens dans les statistiques qui ne veulent pas télétravailler, pas du tout. Ces gens-là, ils avaient envie de revenir au bureau pendant le confinement. On a laissé des bureaux ouverts, effectivement, pour eux, parce que c'était une respiration, sinon ils étaient mal. Et puis, on a à peu près 30% des gens qui voulaient revenir au bureau et qui ne voulaient pas forcément continuer à télétravailler, ils ne savaient pas trop. Mais pendant 1 an, on a vu des sondages, et là, ça a plu comme un gravelotte. Entre 70 et 80% des gens qui étaient en télétravail confinés voulaient continuer à télétravailler. Alors là où était la confusion, c'est qu'on nous a fait croire que c'était à 100%. Mais pas du tout. Personne n'a jamais parlé de 100%. Et que ça soit 2 ou 3 jours, ils étaient d'accord pour revenir au bureau. Mais voilà. Et c'est pour ça que je vous disais qu'hybride était devenu l'adjectif à la mode. C'est qu'on va trouver un statu quo entre les deux et qu'il n'y a pas... on ne va pas avoir une idéologie qui va nous imposer 0 télétravail ou 100% télétravail. Chaque entreprise va adapter suivant, je vous disais tout à l'heure, sa culture, ses moyens, etc. Et effectivement, on a vu apparaître pendant le confinement, en particulier le premier confinement, une grosse césure entre ceux qui étaient capables de télétravailler et ceux qui ne pouvaient pas à cause de leur métier. Et là, on s'est aperçu qu'il fallait creuser peut-être un peu plus le sujet et que ce n'était pas seulement des métiers qui étaient télétravaillables ou pas, c'était des postes et des fonctions à l'intérieur des postes. Nous, on a accompagné un programme de tests de télétravail, d'accompagnement de télétravail pour Bercy, la DGE, qui faisait un test auprès de 40 entreprises pour voir dans les PME où ça coinçait et pourquoi les PME passaient peu en télétravail. Et on s'est aperçu que le potentiel était exactement le même que dans les grandes entreprises. Et tout simplement, personne n'avait pensé à aller chercher le chef d'atelier qui, 1 fois par semaine, faisait des devis, la partie technique des devis, et préférait être à la maison en télétravail. Mais personne ne l'avait jamais demandé, donc la question ne s'était jamais posée. Donc quand vous grattez un petit peu, vous apercevez qu'il y a énormément de potentiel de télétravail en plus. C'était l'exemple que donnait Cyril tout à l'heure avec ses graveurs sur... oui, par exemple. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a madame a une question, parce qu'en fait, ensuite, on... Ouais. Moi, en fait, je confirme effectivement que le télétravail, il a permis, en fait, cette flexibilité nous a permis, en fait, de gagner en efficacité. Mais d'un certain moment, d'un autre point, en fait, c'est qu'il y a aussi un impact, en fait, un enjeu par rapport à l'avenir de quelques fonctions, parce que les entreprises, ils vont chercher avec cette flexibilité, les recruter en Inde, en Europe de l'Est, parce qu'en fait, les postes ils coûtent moins cher. Les personnes, on peut travailler avec, dans des time zones différents, mais en télétravail, c'est pas grave, 2 heures, 3 heures de décalage, c'est faisable. Ouais. Et après, en France, il y a des postes où Donc, est-ce que le télétravail, je résume pour l'enregistrement, est-ce que le télétravail va développer, en fait, disons que le travail à distance, mais à très grande distance, et donc au détriment de l'emploi dans les pays chers, finalement. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut s'adapter pour survivre. Et ça fait partie d'un des points, c'est de dire aujourd'hui, cette nouvelle façon de travailler a mis en valeur l'efficacité dans le travail et le résultat. On manage au résultat, on ne manage pas au jeton de présence ou au fait de bien parler en réunion.
On est là pour produire de la valeur. Moi, de toute manière, moi, je ne suis pas du tout inquiet pour les gens qui, aujourd'hui, se lèvent le matin pour produire de la valeur, qui soient en travail avec des gens à toute la planète. Aujourd'hui, on a aussi, dans certains forums, on parlait de Madagascar, on disait ouais, les développeurs en Madagascar sont moins chers. Bon, déjà, c'est insulter des gens de par leur origine géographique. Non, s'ils sont bons, s'ils créent de la valeur, c'est une adéquation entre le marché et tout. Par contre, les personnes qui n'ont pas aujourd'hui prouvé qu'ils étaient un élément de création de valeur, je parlais d'esprit corps tout à l'heure, s'il y a une locomotive et 15 wagons, la locomotive a intérêt à être solide. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne peut pas y avoir que des wagons dans un train. Donc, à partir de là, si tout le monde crée de la valeur, il n'y a pas de sujet. Et tout ça va s'équilibrer. Et je pense que ça va être très très bien parce que les pays qui aujourd'hui ont des niveaux de salaire différents, ça peut s'équilibrer. On va gommer les écarts. Et de toute manière, c'est celles et ceux qui vont créer de la valeur. Excusez-moi, la vraie valeur, c'est pas très joli comme terme, mais de la valeur effective qui vont s'en sortir. Et il n'y a pas de sujet. Après, pour les millefeuilles administratif pour occuper les gens, parce qu'on a toujours été sur le sujet. Ça, je ne vais pas en parler parce que mes mots vont dépasser. Mais ça, c'est un faux sujet. C'est si vous êtes là pour faire... vous savez, ce qu'on disait, c'est que entre ceux qui pompent de l'air et ceux qui embrassent, on a peut-être résolu un problème de clim, mais on n'a pas fait avancer le... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ces gens-là, c'est des climaticiens, quoi, mais c'est pas il faut créer de la valeur. Mais moi, c'est bien, au contraire, on va voir des gens, là, on discute avec des gens qui travaillent en Inde, ils sont, s'ils créent une valeur, ils ont cette valeur, excusez-moi, cette valeur, pardon, cette valeur, on peut la mesurer, et il y a un marché en face. Je veux dire, c'est pas parce que ça a été développé à Pétaouchnok que ça n'a pas la même valeur que là. Ouais. Juste, j'ai ajouté quelque chose pour vous répondre. C'est un vieux fantasme de syndicaliste qui a au moins 20 ans. C'est cet aspect de délocalisation du travail. Ça fait très peur, c'est un peu irrationnel. C'est ça qui est compliqué. Facebook n'a pas arrangé les choses il y a 3 semaines, un mois, en annonçant qu'ils allaient pérenniser le télétravail, alors que jusque-là, les GAFA étaient très très hostiles au télétravail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils concentraient les gens dans des super multiplex avec tout le confort, 50 restaurants, des massages, des garderies. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient dégager les salariés de tout ce qui les gênait pour être productifs. Donc plus ils étaient présents, et plus ils étaient présents longtemps, plus ils allaient travailler et être productifs. Là, ils ont changé, mais ça, c'est les entreprises et les Américains en particulier sont hyper pragmatiques. Ils sont aperçus que la donne avait changé, donc maintenant ils disent le télétravail va se généraliser et on ne s'interdit pas d'aller recruter à distance à l'étranger. C'est-à-dire que leurs équipes, elles vont être explosées sur toute la planète. Et à la limite, pourquoi pas ? Mais rassurons-nous, arrêtons de nous faire peur. La mutation en France, elle ne va pas se faire en 2 ans. Elle va prendre une génération peut-être. Ça va se faire vite, mais pas à échelle de quelques semaines ou de quelques mois. Mais exactement, s'il y a de la valeur à faire ailleurs, elle se fera. Je pense qu'elle se fera. Et on peut essayer de mettre des barrières, si vous voulez. Mais elle se fera quand même. Alors, dernière question, parce que là, on est... Ouais. Est-ce que la peur, justement, ne vient pas de cette création de valeur et pas de création de valeur ? Si. Je ne vais pas prendre Aussi. d'un ancien président, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une fracture qui finalement fait que les gens qui bossaient bossent encore plus ? Si, mais il y a des manières de réduire la fracture. Par exemple, pour reprendre votre question de tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais la Bible du télétravail, c'est un accord national interprofessionnel de 2005 qui commençait à être un petit peu démodé. Et donc les syndicats l'ont renégocié avec le MEDEF l'année dernière, vous avez peut-être vu à la fin de l'année, il y a eu pas mal de débats, et ils sont arrivés à un nouveau texte, une actualisation de l'accord national interprofessionnel, qui fixe un peu la philosophie du travail à distance. Et ils ont évidemment fait le constat de ce décalage entre le public qui pouvait télétravailler et celui qui ne pouvait pas. Et jusque-là, le télétravail, ce n'était pas un bénéfice, ce n'était pas un cadeau qu'on faisait aux salariés, c'était un mode d'organisation différent. Et ça se faisait sur la base du volontariat. Donc, si notre poste ne nous permettait pas de télétravailler, c'était pas grave, on n'était pas jaloux, c'était comme ça. Et là, pendant la pandémie, on s'est aperçu qu'il y avait une espèce d'injustice
En tout cas, ça avait été vécu comme une injustice. Des gens qui se retrouvaient exposés au virus, parce qu'ils ne pouvaient pas faire les fameux travailleurs de première ligne, les travailleurs essentiels, et les autres qui étaient chez eux à télétravailler. Et donc, on a eu tendance à penser qu'il y avait une certaine partie de l'entreprise qui était privilégiée par rapport à l'autre. Et donc ce sujet a été réglé par les syndicats qui ont envisagé des moyens pas de dédommager, mais de donner des compensations ou des petits avantages aux salariés qui ne pouvaient pas télétravailler. Pour essayer de remettre un peu d'équité, même s'il n'y avait pas vraiment d'injustice. Par exemple, d'avoir des jours de congés supplémentaires, d'avoir des avantages, d'avoir des primes, voilà. Donc effectivement, ce sont des problèmes. Les deux problèmes là que vous avez identifiés sont des problèmes qu'on va voir surgir dans le télétravail. Tout le reste du télétravail, ça va être réglé. Hein. Ça y est, on en parle beaucoup en ce moment, mais dans un an, on n'en parlera plus. Tout le monde aura digéré et aura intégré le truc sur le plan juridique, sur le plan organisationnel, sur le plan technique. Et là, on va avoir des nouveaux problèmes surgir. L'augmentation et l'explosion des freelances. Comment on va gérer les freelances ? Si vous avez la moitié de votre population j'allais dire de salariés, la moitié qui va être des salariés, la moitié qui va être des freelances, ça va être d'autres contraintes, ça va être des contraintes techniques, hein, comment on leur permet d'accéder au réseau de l'entreprise en toute sécurité, etc. La délocalisation de nos salariés, on va avoir une partie de l'équipe qui va être à Madagascar, une partie en Suède et une partie à Paris. Et voilà, on va avoir des nouveaux problèmes. Bon. Alors comme ça nous fera un sujet de table ronde pour l'année prochaine. En tout cas, merci aux deux intervenants. Merci à vous aussi pour vos questions et des échanges. Merci. Et puis, merci d'être venu sur Ready for It. Voilà, c'était une super édition. On est super contents de se retrouver. Ouais, merci. Il n'y a pas que le télétravail dans la vie. Bonne fin de journée. Bravo, c'était hyper intéressant. On aurait dû encore rester. Ouais. On prend pas mal.